Manuel Valls. Bonjour. C'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Je voulais vous entendre sur beaucoup de sujets, évidemment, ce matin, et notamment sur l'IVG, cette décision qualifiée d'historique par le président de la République. Les sénateurs ont voté pour l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Est-ce que vous l'auriez voté, ce texte, si vous aviez été sénateur ? Oui, sans aucun problème. Si j'avais été député ou sénateur, je l'aurais voté dans les termes identiques des deux assemblées, ce qui permet en effet une réforme de la Constitution. Je crois que c'était quelque chose qui était attendu. Il y a une inquiétude générale dans le monde, peut-être à partir de ce qui se passe notamment aux États-Unis ou dans des pays comme la Pologne. Donc il fallait mettre dans notre Constitution ce qui a été une grande réforme et qui date évidemment de la loi Veil. Le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé d'une victoire historique. En quoi est-elle historique selon vous et pourquoi est-ce qu'il y avait urgence à graver le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution ? Parce qu'il y a ces inquiétudes. Oui, il y a eu un débat à la fois juridique et politique sur la nécessité ou pas de la graver dans la Constitution. Mais le droit n'est pas menacé en France à ce jour. Il peut être menacé par des retraits de financement, par des mouvements anti-avortement. Il est très ancré dans notre pays. Le vote de hier soir en est évidemment la manifestation. Sur tous les bancs de l'Assemblée, à part quelques extrêmes, il y a un accord sur cette avancée majeure qui a été représentée par la loi Veil et pour les femmes et pour la liberté des femmes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un leurre pour détourner l'attention de la France, des Français de la crise que l'on vit ? Non, mais heureusement, on peut débattre de tous les sujets. Il y a évidemment, dans ce moment-là, nous y reviendrons, des défis majeurs pour notre pays. Mais la vie politique, la démocratie continue. Et là, moi, je trouve que le Parlement, avec ses votes très massifs à l'Assemblée comme au Sénat, s'honore et fait son travail aussi. Manuel Valls, je voulais vous entendre bien sûr sur l'Ukraine, situation internationale inquiétante. Les Français sont inquiets. Emmanuel Macron ne veut pas exclure, n'a pas voulu exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Il l'a dit en début de semaine. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous l'avez entendu ? Mais il faut dire la vérité aux Français. La guerre n'est pas impossible. Et d'une manière ou d'une autre, il faut s'y préparer. L'histoire, avec sa part tragique et de nouveau là, et moi je comprends l'inquiétude de nos compatriotes. La guerre en Ukraine, des menaces, ce qui se passe évidemment en Israël et à Gaza, la montée de l'antisémitisme, le tsunami qui a balayé le monde, la menace terroriste qui est toujours là. Donc il y a quelque chose de vertigineux, non, quand on évoque ces sujets. Mais ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est ce que je comprends des propos du président de la République, c'est que notre destin, celui des Français, celui des Européens, est lié intimement au destin de Kiev, de l'Ukraine et des Ukrainiens. Et nous ne pouvons pas accepter l'hypothèse d'une victoire de Vladimir Poutine qui représenterait la fin de la démocratie ukrainienne, la défaite stratégique, militaire, politique, morale de l'Europe et de l'Occident. Plus rien n'arrêterait Poutine. On le voit avec ce qui se passe aujourd'hui en Moldavie, mais vis-à-vis des pays baltes, par exemple. Et cela représenterait d'ailleurs un message aussi pour la Chine d'agir à sa convenance à Taïwan. Donc l'arrêt et la défaite de la Russie sont indispensables. Et pour cela, il faut agir beaucoup plus fortement et vite. Et il ne faut rien s'interdire. Il n'y a pas de tabou dans ce domaine-là. Il faut en revanche des solutions. Et la solution d'urgence, c'est le soutien militaire à l'Ukraine. Manuel Valls, qu'est-ce que vous dites aux 76% de Français qui ne veulent pas que l'on envoie des troupes au sol en Ukraine ? Sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD. Les Français qui disent on ne veut pas mourir pour Kiev, ou en tout cas on ne veut pas que nos enfants meurent pour Kiev. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous savez, nous sommes dans ces moments de bascule que... Alors, je ne fais pas de référence au passé, parce que les situations sont forcément différentes, mais nous sommes dans des moments où il faut dire la vérité aux Français, et il faut leur donner une vision face aux risques, parce que quand je dis qu'il faut se préparer à la guerre, c'est à différents types de guerres. Ça peut être une guerre classique, c'est ce qui se passe en Ukraine. C'est la guerre hybride, celle de l'information, de la déstabilisation que nous mène la Russie. Toutes les notes de nos services de renseignement l'attestent. La Russie intervient dans des processus électoraux pour déstabiliser les États-Unis, la Catalogne en Espagne, la France. Donc nous avons tous ces éléments. Donc il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire que l'urgence, c'est de fournir des munitions
des obus, des missiles, des mirages, sans doute, aux Ukrainiens, pour qu'ils résistent. C'est de convaincre les États-Unis de soutenir financièrement l'Ukraine. Vous le savez que c'est un débat qui divise le Sénat et la Chambre des représentants américains. Et c'est surtout, j'étais à Kiev ou à Kiev il y a quelques mois, c'est se préparer, c'est avoir un plan B si Trump l'emportait. Donc l'Europe doit connaître une mobilisation. Trump qui pourrait fermer le robinet d'aides américaines à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne hier, Madame von der Leyen, a tenu un discours, je trouve intéressant, sur le fait que l'Europe doit avoir sa propre industrie et produire ou acheter à des pays tiers des munitions pour l'Ukraine. Mais comme il s'agit d'une guerre, qu'elle peut être longue, que nous ne pouvons pas la perdre, qu'il faut une autonomie stratégique pour l'Europe, qu'il faut préparer l'avenir, toutes les déclarations, y compris celles du président de la République, doivent faire œuvre d'une très grande pédagogie pour convaincre les Français. Moi, je comprends la réaction des Français à travers le sondage que vous citez. Donc, il faut bien expliquer les enjeux et il faut que le président de la République se consacre à expliquer sa vision et quels sont les enjeux et les défis pour nous. Mais, je le répète, c'est ma conviction profonde, dans ces moments-là, notre destin est lié à celui de l'Ukraine. Si les Européens venaient à se substituer aux Américains, ça coûterait une fortune d'aider l'Ukraine. Oui, mais c'est la démocratie, les valeurs universelles que nous partageons avec les Ukrainiens. Vladimir Poutine a perdu la première partie. Il voulait convertir l'Ukraine dans un régime fantoche. Il testait la résistance des Européens et il ne voulait pas l'OTAN à ses frontières. L'Ukraine est une nation qui résiste avec un courage incroyable. Les Ukrainiens meurent pour nous, 30 000 d'entre eux meurent pour leur liberté, qui est aussi notre liberté. La Suède et la Finlande, des pays neutres depuis des décennies, c'est un signe majeur, viennent de rentrer dans l'Alliance Atlantique et nous sommes en train d'augmenter nos budgets militaires. Donc il ne s'agit pas de faire peur pour faire peur, il ne s'agit pas d'exagérer, mais il ne faut rien s'interdire et il faut expliquer à nos compatriotes que nous avons changé de monde, qu'il y a de nouvelles menaces et qu'il faut s'y préparer. Pour cela, il faut beaucoup d'explications et beaucoup d'unité nationale sur un sujet aussi essentiel. Manuel Valls, ancien Premier ministre, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Je voulais vous entendre également sur ce procès qui va débuter aujourd'hui. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des accusés de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018. 5 morts, 11 blessés, 4 hommes vont passer devant la justice pour avoir aidé le terroriste Cherif Chekhat, délinquant de 29 ans, devenu terroriste islamiste. Il les aurait aidés, à s'être procuré des armes. L'une des questions au cœur de ce procès est le profil de ce délinquant multirécidiviste qui avait déambulé dans les rues de Strasbourg le 11 décembre 2018 et qui avait abattu 5 personnes. Il était fiché S, ce profil interpelle. Oui, mais parce que nous faisons face à cette menace terroriste. Oui, mais, vous savez, en 2012, quand j'avais présenté comme ministre de l'Intérieur la première loi antiterroriste du quinquennat de François Hollande, j'avais évoqué un ennemi extérieur, Al-Qaïda, ce qui n'était pas encore l'État islamique, et d'autres organisations qui nous menent une guerre depuis l'étranger, mais aussi cet ennemi intérieur, avec tous ces jeunes gens qui sont partis au Levant, en Syrie, en Irak, souvent en effet passés par la délinquance, ce sont les mêmes profils, et qui nous attaquent. Ce sont des compatriotes, ce sont des concitoyens, des gens qui vivent sur notre sol et qui nous attaquent. Et cette menace, elle est toujours là. Et nous vivrons longtemps. Elle est toujours là. Et est-ce qu'elle est plus importante qu'en 2012 ou moins importante? Est-ce que ces ennemis de l'intérieur sont plus nombreux qu'en 2012 aujourd'hui? Oui, puisque ce sont plusieurs milliers de personnes radicalisées à travers les différents fichiers que nous connaissons. Il y a toujours une menace extérieure. Elle peut muter, elle peut changer. Ça peut être le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, des organisations qui se reconstituent, notamment l'État islamique en Afghanistan. Mais il y a aussi cette menace extérieure. Donc il ne faut pas mentir aux Français. La menace islamique, celle de l'islam politique, elle est toujours là. C'est un continuum. Il y a malheureusement parfois des attentats. Nous l'avons vu tous ces derniers mois. Le procès de Strasbourg le rappelle. Mais là aussi, il faut cette résilience. Il faut
ce message de vérité aux Français. Moi, je suis souvent déçu par les divisions politiciennes de notre pays, face aux enjeux, évidemment, la crise économique, le pouvoir d'achat, le réchauffement climatique, mais face à ce qui se passe en Ukraine et la menace islamique, ce qui se passe aujourd'hui en Israël et à Gaza, parce qu'au fond, les Israéliens sont confrontés à la même menace à travers une guerre. Et le Hamas est une organisation créée par les frères musulmans qui démontre tous les jours sa haine de l'Occident, sa haine de la démocratie, sa haine des femmes, des homosexuels, de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et nous avons subi les mêmes attaques. C'est le même combat. C'est celui que nous mène l'islamisme. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était l'un des défis majeurs de ce début du XXIe siècle. L'imam Majoubi a déposé un référé liberté. Il pourrait donc revenir en France, lui qui a tenu des propos contre le drapeau tricolore. Quel serait le message s'il pouvait revenir en France ? Ce serait un message de faiblesse. Enfin, nous sommes dans un état de droit, donc chacun a droit à ses recours. Il faut que les dossiers soient bien ficelés par le ministère de l'Intérieur. Mais le message de fermeté qui était celui du ministre de l'Intérieur, en disant on ne peut pas tenir ce type de propos quand on est un étranger, on n'a rien à faire dans notre pays, c'est un message de haine vis-à-vis de la France et des Français. Donc moi j'espère que la justice ira dans le sens de la décision du ministre de l'Intérieur. Puis il y a des recours, mais en tout cas, il faut des messages très clairs. Ces messages de haine, messages de l'islamisme, de l'islam politique, n'ont rien à faire dans notre pays. Manuel Valls, la campagne des Européennes a commencé au Salon de l'Agriculture. Comment est-ce que vous avez vécu l'accueil réservé au président de la République, Emmanuel Macron, samedi avec des huées ? J'étais hier, j'ai passé quelques heures au Salon de l'Agriculture, discrètement, parler avec les agriculteurs, avec les paysans, avec les responsables des filières, la viande, le lait, les vignerons. C'est toujours passionnant, c'était calme hier. Il y a une très grande inquiétude dans le monde agricole, pas seulement en France, dans toute l'Europe, notamment cette conciliation entre la nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation, évidemment, de filières qui sont tout à fait essentielles. Je m'inquiète, moi, de ce climat de violence physique et verbale, de ces tensions. Je pense que le rôle du président de la République serait de se concentrer sur l'essentiel. J'ai parlé de l'Ukraine. Et d'apaiser le salon de l'agriculture. Ce n'est pas le lieu, me semble-t-il, pour la campagne des élections européennes. J'ai trouvé que les propos du président et du Premier ministre alimentaient trop la confrontation avec le Rassemblement national, c'est pas le lieu. Et on a fait le parallèle avec Jordan Bardella, qui a été accueilli comme une rockstar. Oui, mais ça, nous verrons bien, parce qu'il faut aussi, parfois, le Rassemblement national sorte de ses ambiguïtés, de ses contradictions sur l'Europe, sur la Russie, évidemment, sur ses solutions pour la crise agricole. Le RN est ou pas dans l'arc républicain ? Le débat revient régulièrement. Je ne suis pas sûr que ce soit un débat qui intéresse fondamentalement les Français. S'il faut parler de l'avenir, il faut que les propositions des uns et des autres soient mises sur la table. Quel est le projet du RN pour l'avenir de la France ? Son projet économique est proche de celui de la France insoumise et ruinerait notre pays. Quelle est la vision du Rassemblement national sur l'Europe et ses relations avec Poutine ? Que dit-il sur une possibilité de guerre en Europe, sinon tenir un message qui me semble défaitiste et très loin de ce qu'il faut. C'est sur ces sujets-là qu'il faut désormais que le débat ait lieu, mais si possible, avec une certaine hauteur de vue, parce que cette violence physique, verbale, ces noms d'oiseaux, cette campagne permanente, nuit, me semble-t-il, à la démocratie et à l'unité du pays. 83% des Français, Manuel Valls, estiment qu'il faut construire plus de places de prison. C'est un sondage qu'on révèle ce matin sur CNews et sur Europe 1 avec le JDD. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Les Français ont raison et il faut d'autant plus construire de nouvelles places de prison qu'il faut des prisons qui soient dignes de ce nom. Parce que ce qui est insupportable, c'est qu'évidemment on condamne, et la justice, contrairement à ce qui est dit souvent, condamne sévèrement, mais les conditions d'accueil dans les prisons... C'est un frein économique ou un frein idéologique de certains magistrats qui ne veulent pas incarcérer ? Ça peut arriver, mais le nombre de personnes incarcérées augmente, la justice est dure, elle est sévère, et la prison, elle est, me semble-t-il, très souvent indispensable, y compris pour les primo-délinquants. Mais il faut aussi que les conditions
d'accueil et de réinsertion soient au niveau qu'ils font. La prison, c'est une peine, et puis il faut préparer notamment la sortie de prison aussi dans les meilleures conditions possibles. Manuel Valls, je voulais vous entendre également sur un sujet dont on parle moins mais qui est très important, la Corse. Lundi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reçu lors d'un dîner les responsables corses et en est ressorti une proposition d'écriture constitutionnelle pour accroître une autonomie de l'île. Accroître l'autonomie de l'île. Ça suppose qu'on touche à nouveau à notre constitution. Qu'est-ce que vous y voyez là ? Je suis très inquiet. C'est vrai que ça n'est pas dans l'actualité. Il y a des annonces de réforme de constitution. Là, nous sommes loin de l'IVG que nous avons évoqué au début de notre conversation. Mais les textes que vous venez d'évoquer sont particulièrement inquiétants. Qu'est-ce qui vous inquiète ? J'accuse le gouvernement de vouloir mettre en cause, à travers ce texte, l'universalisme républicain et l'unité de la nation et de jouer aux apprentis sorciers en proposant de reconnaître dans notre constitution, puisqu'il s'agit il s'agit de cela, la Corse comme une communauté insulaire, j'ouvre les guillemets, méditerranéenne, historique, linguistique et culturelle, ayant un lien singulier avec sa terre, avec un pouvoir législatif au nom de ses particularités culturelles, le pouvoir, l'exécutif, le président, le gouvernement, ouvre là une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer des régions ou des communautés, des formes de communautés dans notre pays. Et on propose donc de constitutionnaliser le communautarisme. Ça n'est jamais vu. Il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté française. Donc ce texte va à l'encontre de nos principes fondamentaux et de ce qu'est la nation française. D'autant plus, et on a vu des textes, que les autonomistes et les indépendantistes corses en profitent déjà pour évoquer des lois organiques. On parlerait du statut de résident, de la co-officialité des langues, du bilinguisme. Non, là, on est en train de défaire le pays, la France, ça n'est pas une addition de tribus. Donc je m'opposerai de toutes mes forces à cette idée qui me paraît très dangereuse pour notre pays. Là, on joue avec ce qu'est le pays et l'essentiel de notre identité. La France n'est pas une addition de tribus, nous a dit Manuel Valls. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous.